Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, Salut tout le monde. bienvenue dans l'épisode de Twin Talk numéro 6. 6 déjà. Eh oui, que le temps passe. Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu de nos habitudes parce qu'on n'a pas un thème précis. On va répondre un petit peu, on va faire un Q&A tout simplement. Voilà, Vous nous avez posé des questions et on va y répondre. très bien, on va y aller Ouais. au feeling. Alors au départ, la première question, c'était comment nos parents ont accepté nos chemins si peu conventionnels, que ce soit peut-être sur la nourriture ou sur d'autres points. Donc commençons par la nourriture, Lucille Champy. Alors niveau nourriture, alors on a quand même des parents assez tolérants et assez ouverts hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Forcément, on a un papa agriculteur qui mange de la viande matin, midi et soir. Donc forcément, ça n'a pas été évident de s'imposer un peu en mode veggie. Tu connais le tempeh, papa? Mais je pense qu'en fait, ils s'en fichent un petit peu. Hein. Ils s'en foutent un peu. Donc c'est surtout quand on était adolescente, c'était un petit peu compliqué parce que forcément, on sortait un petit peu du lot. Donc je pense qu'il a fallu qu'ils s'adaptent un petit peu. Mais maintenant... Bah, et en plus, quand on était adolescente, on n'a jamais été porté sur la viande, on n'aimait pas trop ça, les bouts de gras, tout ça, c'était pas notre truc. Ah ouais, non. Et à côté de ça, on n'avait pas d'autre chose à manger. Donc je pense que c'est pour ça aussi Ouais. qu'ils comprenaient pas, tu vois. Donc voilà. Et on mangeait quoi du coup? Je sais pas, c'était des pâtes, c'était des pâtes avec de la sauce, quoi, globalement. Je me rappelle plus. Mais C'était pas mauvais non plus. Et puis notre mère, pour le coup, je pense qu'elle comprend pas vraiment parce que c'est pas sa manière de manger, mais elle nous aide à nous couper des légumes, etc. elle est très tolérante, donc pour le coup, elle se mêle pas de. Ouais, jamais c'est elle nous dirait ah, c'est pas bien, machin. Non, là-dessus, on a eu de la chance. Après, je pense que si la personne qui nous a posé cette question, c'est peut-être parce qu'elle en souffre un petit peu. Donc moi, les conseils que je pourrais donner, c'est déjà de penser que d'être un petit peu égoïste parce que si toi tu changes ton chemin il est pas si conventionnel, c'est peut-être que tu le fais parce que toi tu sens que t'es sur la bonne voie, tu sens que ça te fait du bien, donc suis tes intuitions. Et puis tu fais pas ça pour les autres, tu fais ça pour toi. Et puis aussi si c'est par rapport à la nourriture, moi ce que je te conseille c'est de au lieu d'imposer ta nourriture aux autres, d'inviter en fait ta nourriture dans les repas des autres. C'est-à-dire que moi quand j'allais chez mes amis, je faisais des apéros où j'amenais toujours des choses en plus, un petit peu veggie, pour leur faire découvrir en plus de la traditionnelle planche de saucisson et fromage, des petits apéritifs veggie. Et franchement ça a fait découvrir plein de choses et maintenant, je pense que voilà, c'est ancré dans les... Et puis au pire, s'ils aiment pas trop, t'en auras plus pour toi, donc ce sera pas mal. Tant qu'à faire. Moi, je sais que quand je pars en week-end chez des copains de mon chéri, par exemple, qui sont tolérants, mais juste ils savent pas cuisiner forcément vegan ou quoi que ce soit, et encore, j'apporte moi mes petits tupperwares, et puis c'est comme ça, je suis sûre de ce que je vais manger. Je vais pas manquer. Je vais me faire plaisir aussi, tu vois. Ouais, puis tu cuisines un peu plus, comme ça, t'en as pour les autres et... Ouais. Donc ensuite, au niveau de la carrière, si on parle de carrière, après on est en train de la construire, hein. Moi je sais pas où je vais, pour le coup je suis complètement paumée, mais j'y vais au jour le jour, on verra bien. Nous on est issus d'une famille artistique de base, c'est-à-dire que toute notre famille du côté de ma mère, c'était des peintres, un peu des peintres déchus d'ailleurs. Et je pense qu'il y a un côté créatif, artistique, qui fait que les choix n'étaient pas les plus classiques. Donc nous on se dirige vers d'autres disciplines, vers d'autres... Un peu moins classique, mais je pense qu'on a ça dans le sang. Et pour autant, on est quand même des gens, des personnes qui restons assez safe. Donc, on a un métier en plus. Hein, on fait ça. Tout ce qu'on fait, moi, de nutrition, Léna, sur le podcast et autres, c'est en plus. Donc, on a quand même... au final, on a des bonnes bases. Comment on appelle ça ? On a des bonnes fondations qui sont safe. Donc, ça ne nous fait pas prendre de risques. Exactement, en fait. Et je pense que c'est pas mal aussi, parce que des fois, il y a des gens qui veulent tout claquer pour gérer et lancer leur projet, et ça, je respecte totalement. Mais je pense que nous, on n'est pas trop comme ça. On préfère d'abord développer le projet à côté d'un truc stable pour être assuré. On a besoin de sécurité, et je pense aussi c'est pour ça que du coup, nos parents, ils n'ont pas de soucis, parce qu'on n'a pas... À leur demander derrière de l'argent. Puis voilà, on leur a pas dit, j'arrête tout, je vais vivre dans une caravane, et je fais le tour du monde. C'est des choses qui restent assez stables, donc je pense que ça pose pas de problème. Exactement, ouais. Et puis après, au niveau de... pareil, si on continue à développer ces sujets si peu conventionnels, la spiritualité, ça vient quand même un petit peu à la mode maintenant. Hein. On parle de tout et de rien au niveau spiritualité. Honnêtement, est-ce que tu crois que papa est au courant de ça, de ton côté ? Des sorties astrales ? Mais oui, je lui en ai parlé. Ah d'accord. Ok, bon, C'est ça qui est assez marrant, c'est qu'au niveau de la spiritualité, pour le coup, moi je sais que j'étais pas du tout spirituelle et Lucille non plus, tu l'as encore moins, je pense. Et ça, c'était une question d'ailleurs, hein, je crois. Notre rapport à la spiritualité.
Ah, mais nous pouvons enchaîner là-dessus. Vous avez vu quelle transition de ouf. T'as vu un petit peu? C'est trop forte. Et sans transition, bonjour. Comme je disais, au niveau de la spiritualité, on n'était pas du tout dedans. Lucille, t'as toujours été moins que moi, mais moi, j'ai vraiment... Mais moi, je Non, suis mais toujours en fait. pas, en fait. Hein. Non, mais c'est vrai qu'on a grandi... Non, en fait, sans on a- spiritualité. Oui, on a grandi complètement dans une famille. On était vraiment plutôt Athée. complètement athée. Moi, le caté, j'ai découvert ça peut-être à 15 ans. Je savais pas ce que c'était avant. Moi, je sais juste que je me suis fait engueuler un jour parce que je sais plus pourquoi on était à l'église. Il devait y avoir, je sais pas si c'était pas un baptême ou un truc comme ça. Et en fait, tout le monde faisait la queue leu pour aller bouffer l'hostie dégueulasse là. Et puis, du coup, moi, j'ai suivi j'ai suivi le truc. Et j'ai pris ce truc-là qui était. C'est pour les gens baptisés, ça, non? En fait, non, pas baptisé, non. c'est pour les gens qui ont fait de la communion, je crois, ou Ah quelque oui. chose comme ça. Et la meuf, après, elle m'a rattrapé. La meuf, quoi. Et après, la nana, elle m'a rattrapé, elle m'a engueulée parce que j'avais mangé ce truc-là. Après, bon, voilà, il faut respecter aussi Non, les... mais je savais pas, j'avais 10 ans. Qu'est-ce que tu veux que je sache? Moi, j'ai suivi, tout le monde partait. Tu Oui, vois, parce que voilà c'est pas comment ta se créent faute. les traumatismes. Et du coup, Jésus va te revoir. On va éviter la profanation dans notre podcast, les Pardon, Jésus. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que la spiritualité, elle est plutôt venue à nous. Moi, comme je vous ai déjà expliqué dans mon épisode, je crois que c'est le numéro 10, c'est arrivé un soir comme ça, mais vraiment sans que je m'y attende. Je savais même pas ce qui m'est arrivé pendant quelques mois. Je me dis, mais qu'est-ce que c'était que ce truc? Elle est venue à toi, parce que je te dis, moi, je suis pas du tout encore dans la spiritualité, c'est pas mon truc. Hein, mais par contre, je suis très ouverte d'esprit, donc j'aime bien quand les dames racontent ces choses, c'est intéressant. Et pour ceux qui savent pas, donc du coup, moi, j'ai eu des sorties astrales, en fait, et je continue à en faire. Explique ce que c'est, parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Les sorties astrales, en fait, c'est quand je sais même pas si je vais faire une bonne définition, mais par feeling, je dirais que c'est quand ton corps énergétique, ou peut-être un bout de ton âme en tout cas, sort de ton corps, mais physique, et puis tu peux te balader à droite à gauche. C'est comme en fait les expériences de mort imminente. Vous savez, quand des gens ont eu des crises cardiaques ou se sont fait électrocuter, puis ils se sont vus à 5 mètres au-dessus, là, ils ont vu leur corps, et puis ils ont vu aussi la lumière blanche, et puis des fois des proches, etc. Il y a énormément d'histoires. Et c'est vrai que moi, ça m'arrivait, et c'était vraiment, je me souviens de tout. C'est-à-dire que j'ai pas rêvé, c'est pas un rêve lucide ou quoi que ce soit. Et ça m'a vraiment bouleversée, et je me suis dirigée vers la spiritualité après. Ça m'a ouvert pas mal de portes au niveau de ça. Et j'ai commencé à méditer beaucoup plus. J'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, à des bouquins de médium, à la médiumnité, à la voyance, etc. Et puis voilà, donc je continue mon petit bout de chemin. Mais c'est vrai que pour le coup, j'en ai parlé à mon père il y a 1 an. Et lui, ce qui est assez marrant, c'est qu'il connaissait, c'était sa voisine, donc dans son village, à l'époque, c'était dans les années 80. Cette personne-là, elle a été opérée, elle a fait une expérience de mort imminente, et elle a vu son corps, elle a vu la lumière blanche, elle a vu, etc. Et à cette époque, évidemment, dans son petit village de 88 ans, elle connaissait personne, elle pouvait pas en parler. Enfin, c'est ce genre de truc tabou, on va croire que t'es folle, quoi. Et un jour, je crois qu'elle était en course et elle a vu une espèce de panneau publicitaire, dédicace, samedi, sortie du corps, expérience, nanana, je sais pas quoi, mystique. Et du coup, elle y est allée, elle s'est dit, mais putain, mais t'as vécu la même expérience moi. Et en fait, bien sûr, il y en a beaucoup plus que ce que l'on croit. Et c'est assez marrant. Et du coup, il était assez ouvert par rapport à ça. Parce qu'au niveau scientifique, on est en train vraiment de développer le champ quantique, la conscience. C'est assez intéressant. Donc voilà. Et du coup, ça m'est arrivé dans la gueule. Et Je pense que c'est la méditation, en fait, qui t'a fait venir à ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, comme je dis souvent, c'est comme dans un film de cinéma. C'est-à-dire que tout n'arrive pas par hasard. C'est qu'il y a quelque chose si tu étudies un truc, si tu vis quelque chose, ça peut revenir aussi plus tard. Parce que c'est la souffrance, la méditation qui Exactement. font que... C'est que moi, du coup, j'ai été blessée. Donc, mon moyen de me détendre, mon moyen de m'oublier, de pas gérer toutes mes expériences négatives, etc., c'était de faire du sport. C'était le contrôle de soi absolu. C'était vraiment le côté militaire warrior. Et je prenais jamais le temps pour me détendre. Et voilà. Et en fait, au bout d'un moment, quand je me suis blessée de manière assez grave, entre guillemets, j'avais plus rien pour me satisfaire, j'avais plus rien pour me détendre, et c'est horrible. Je pense que vous connaissez sûrement des gens qui étaient très sportifs ou par exemple professionnels et qui se sont blessés et qui peuvent plus jamais faire par exemple de patinage artistique, mais c'est un putain de chemin, enfin c'est affreux à vivre, c'est une sacrée aventure. Et en fait du coup forcément j'ai pu me mettre à la méditation, c'était le seul moyen pour moi de me détendre et puis aussi de gérer tous ces traumatismes, ces mécanismes de protection que j'avais. Et puis voilà, et donc à force de méditer, je pense que ça a ouvert un petit peu ma conscience, et effectivement ça m'est arrivé. Donc je suis sortie de mon corps, j'ai vu la lumière blanche, j'ai vu personne comme je disais, et puis j'ai vu plein de figures géométriques. Je connaissais pas du tout la géométrie sacrée à l'époque, j'avais aucune conscience. Et voilà, et depuis ça m'a complètement... Une fois que tu as vécu ce genre de truc, tu peux pas ignorer, tu te dis en fait on est beaucoup plus que ce petit corps humain. En fait pour moi vraiment,
être humain, c'est une location. On loue un corps pour cette vie, pour apprendre des choses, pour évoluer. Et des fois, ça C'est de fait la chier. marketplace. Exactement. Et puis après, tu repars à faire tes petites aventures et c'est pour évoluer, pour connaître des choses, pour la dualité, pour apprendre, tu vois. Et papa, du coup, était assez ouvert là-dessus. J'étais hyper étonnée déjà parce qu'il m'écoutait pour une fois, parce que généralement, il en a rien à foutre. Coucou papa. Et le fait voilà, qu'il me parle de ça, c'est assez intéressant. Donc, Et puis ma mère, à côté de ça, je pense que elle n'a pas d'expérience du tout par rapport à ça. Mais voilà, mais c'est vrai que même moi, comme je vous dis, on venait d'une famille athée, jamais j'aurais cru être spirituelle. Pour moi, spirituel, je savais même pas ce que ça voulait dire, c'était pas mon truc. Et puis j'avais très peur de ça. On a toujours eu peur de Ring, des films d'horreur, le projet Blair Witch, moi ça me faisait peur. Même Resident Evil, le jeu vidéo, ça me faisait peur. Moi j'étais une chochotte et je me souviens quand j'étais petite, des fois j'ai l'impression qu'il y avait des présences et je disais non, je veux rien savoir. Et ce souvenir m'est revenu bien plus tard en fait. Donc peut-être qu'effectivement à ce moment-là j'avais encore cette hypersensibilité parce qu'en final, quand on a tendance à être hypersensible, c'est juste que c'est notre éducation et la manière dont nos parents nous éduquent, plus la société, plus l'école, qui coupe un petit peu nos sensibilités au monde, aux énergies. Tu vois, parce qu'on est obligé de rentrer dans un moule. Exactement, et c'est pour ça, moi, je pense que si un jour j'ai des gamins, je vais essayer de communiquer un petit peu pour qu'ils restent assez hypersensibles. Donc voilà pour cette aventure, mais c'est assez intéressant, je ne sais pas du tout. Et du coup, on en vient à une autre question, c'est découvrir sa mission de vie, justement. Et toi, c'est ça qui fait que maintenant, tu as ce podcast. Disons que moi, j'ai toujours manqué de sens dans ma vie. Je pense que nous, on est des personnes qui ont vachement besoin de sens. Mais complètement, c'est ça. Et c'est vrai que maintenant, toi, je pense que tu as un sens dans ta vie, tu as trouvé un sens. Ouais, mais ça a été un parcours du combattant, parce que moi, j'ai découvert ce que je voulais faire de ma vie à 30 ans, en fait. Je sais pas si tu te rends compte. C'est-à-dire que pendant plus de 20 ans d'études, j'ai galéré parce qu'en fait, j'étais pas heureuse dans ce que je faisais. Moi, j'ai toujours fait des grosses études parce que je m'étais dit, plus je ferai des grosses études, mieux ça sera pour m'ouvrir des portes. J'ai toujours bossé à fond pour essayer justement de m'ouvrir mes portes parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire et il n'y avait rien dans le monde traditionnel qui me donnait envie. Donc je suis arrivée par hasard dans mon métier actuel, mais j'ai découvert vraiment en fait à 30 ans que ma passion dans la vie c'était la nutrition. Et en fait ça s'est fait au fur et à mesure. Et comment ça t'est venu, tu penses, cette idée-là ? De quoi de faire consultante en alimentation ? Ouais, ou en tout cas de développer un truc sur l'alimentation. Ah mais en fait, à la base, ça m'est pas du tout venu. En fait, c'était vraiment, je dois tout en fait à Mathilde Lacombe parce que c'était sur nos chemins en fait entre Paris et Reims, parce qu'on fait toutes les deux le même trajet pour aller au boulot, qui à force de parler en fait sur certaines affinités qu'on avait ensemble, elle m'avait demandé d'écrire pour son blog et tout d'un coup tu te retrouves avec pas mal de gens qui te suivent sur ton compte privé Instagram et je me suis dit c'est peut-être l'occasion de faire quelque chose parce que moi j'avais jamais pensé faire quelque chose, tu vois, j'avais jamais eu assez de confiance en moi. Voilà, exactement, t'es assez timide, introvertie. C'est ça, exactement. Et puis en fait, du coup, j'ai commencé à faire quelque chose sur Instagram. Je savais pas trop quoi faire parce que la nutrition, en fait, moi j'avais toujours peur d'ennuyer les gens avec, tu vois. C'est un peu vu et revu des fois, c'est ça. Ouais, surtout j'avais peur d'ennuyer les gens, tout simplement. Et en fait, je me suis aperçue que finalement, j'avais envie de parler de ça parce que c'est ça qui me plaisait. Donc j'ai commencé, en fait, je me suis dit, j'ai pas envie de faire des vidéos sur Instagram. C'est pas mon truc de me mettre en avant, donc je vais faire des petits exposés. Puis voilà, tu vois, en mode casse-cou, j'ai commencé comme ça, puis j'ai vu que ça prenait un petit peu. Et ça s'est au fur et à mesure développé. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien que je reprenne mes études. Donc j'ai commencé à chercher des formations, j'ai fait ma formation. Et puis voilà, en fait, j'en suis là. Tu vois, au fur et à mesure, tout s'est bien fait, mais ça fait seulement 2-3 ans. Donc les filles qui ne savent pas quoi faire, ne désespérez pas, ça peut vous arriver à n'importe quel âge. Et je pense que c'est important plutôt que de dire tiens, je vais faire une reconversion ou tiens, ceci, cela. Si vous savez pas où vous en êtes, si vous savez même pas ce qui vous fait plaisir vraiment dans votre vie, il faut tester. C'est-à-dire que ça va pas venir comme ça. Il faut provoquer le dessin, c'est important. Ouais, c'est ça. Et surtout, ça demande un peu de sacrifice, parce que ce soit moi ou Léna, on fait ça en plus d'un travail qui est très prenant. De job, ouais, moi, et du coup, ça impose effectivement de travailler sur ses heures perso et d'avoir un petit peu moins de temps pour soi, mais en vrai, ça vaut le détour. Et puis déjà, en plus, le truc, c'est vu qu'on est, nous, on est jumelles, donc on est très, très fusionnelles. Le fait que toutes les deux, on travaille aussi, on ait le même rythme un petit peu, je trouve ça vraiment sympa. Ouais, on a le même état d'esprit, donc ça aide parce qu'il n'y en a pas une qui est toujours sur le canapé à regarder de la télé-réalité. D'ailleurs, pas de mal pour ça, je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais il n'y a pas un déséquilibre entre nous deux. Non, c'est ça, nous, on a un peu, c'est vrai qu'on est complètement sur la même longueur d'onde, donc c'est plutôt pratique. Mais c'est vraiment important donc de tester, si vous savez pas par où commencer, testez. Par exemple, tiens, j'aime bien cuisiner. Testez de cuisiner, de trouver des recettes, de créer des recettes ou de faire de la couture ou de lancer par exemple un truc de coaching gratos. Et je pense que 2020, ça a été une année vraiment de questionnement pour tout le monde parce qu'avec ce qui s'est passé, les gens ils sont un peu remis en cause, ils ont remis en cause aussi leur travail. Et en fait, l'idée c'est de pas de
je pense, de se dire, tiens, je vais tout arrêter et je vais changer complètement. Non, c'est plutôt garder à la limite votre métier, mais par contre, le week-end, miser sur votre temps libre pour refaire une formation ou pour essayer d'avancer. Et en fait, de cette manière, c'est beaucoup plus progressif, c'est beaucoup moins risqué et c'est beaucoup moins agressif. Donc, ça va vous permettre, en fait, au fur et à mesure de vous conforter dans votre choix et puis d'en savoir plus, de savoir si ça vous plaît. C'est vrai que l'année 2020, elle a été compliquée. Moi, pour moi, c'était une année de shadow work, c'est-à-dire que tu travailles toutes tes parties d'ombre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est arrivé comme ça, on n'a plus eu le choix. C'est-à-dire que tout le monde était toujours en divertissement extérieur. Et là, bam, dans ta gueule, t'es retrouvé immobilisé et enfermé chez toi. Pendant 2 mois, c'est clair. Voilà, minimum, et c'est revenu. Et je pense que ça a été vraiment l'univers aussi qui t'envoie un peu un signe en disant, bon, ma poule, comment tu te sens en ce moment ? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il change ? Et puis ensuite, trouve un petit peu des moments de joie, des moments de créativité. Et comme je dis toujours, l'arme la plus utile contre les dépressions, c'est la créativité, c'est le fait d'être productif. Mais c'est un truc, moi si je déprime, alors bien sûr, t'as envie de rien, quand tu déprimes, il y a des fois, t'as envie de t'effondrer, c'est tout, t'en as marre de tout, fuck. Mais en fait, le fait d'aller faire quelque chose de créatif, ça va te booster ton estime de toi et du coup, ça va te switcher. Je pense que c'est hyper important de faire ça. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai remarqué pour moi. C'est hyper important et je pense que ça l'est aussi pour la santé parce que c'est vraiment, si on en avait déjà parlé toutes les deux, de l'ikigai. En fait, l'ikigai, c'est un concept, c'est un mot qui veut dire à peu près, en gros, but de la vie chez les Japonais de l'île d'Okinawa, donc la fameuse île des centenaires. Et en fait, dans les scientifiques, quand ils ont étudié pourquoi ces gens, en fait, ils vivaient plus longtemps que les autres, il n'y avait pas qu'un côté nutritionnel, il y avait aussi un côté vraiment raison de vie. En fait, tous ces gens, tous les papis-mamies, ils ont un ikigai dans la vie. C'est peut-être garder les petits-enfants, c'est peut-être aller s'occuper du jardin ou autre. Et ça, c'est un vecteur super important. En fait, à partir du moment où vous vous levez le matin et vous savez pourquoi, je pense que du plus profond de votre âme et du plus profond de votre petite cellule, vous allez vous animer en entier. Enfin, vous allez animer tout votre être et vous allez être en adéquation avec vous et ça va vous faire avancer. C'est clair, et je pense que toutes les deux on peut en témoigner. Moi perso, j'ai une vie de merde depuis 3 ans, faut être honnête. C'est très compliqué au niveau de ma vie perso, enfin en tout cas au niveau de ma santé physique. Et si j'avais pas le podcast, je sais pas ce que je ferais. Enfin, je serais vraiment déprimée. Donc vraiment, pensez tous les jours, qu'est-ce que je peux faire ? Quelles sont les petites actions qui vont me booster, qui vont me dynamiser, qui vont me rendre plus heureuse ? Donc ça passe par des petits moments de joie, hein. Ça peut être du jardinage, garder les petits-enfants, aller chercher ton gamin un peu plus tôt à l'école, manger une glace. Et puis ensuite, qu'est-ce que je pourrais créer ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Que ce soit écrire un texte, que ce soit faire du journaling, que ce soit méditer pour moi, c'est-à-dire prendre du temps pour un investissement intérieur. C'est-à-dire au lieu de regarder toujours à l'extérieur, regarder à l'intérieur. C'est vrai que dans nos sociétés, on est toujours en divertissement extérieur. On allait au cinéma, on va boire des coups, on va au resto. Ah, faut des potes, Netflix, plus de potes. Parce que le cinéma, c'était avant ça. Et c'est vrai qu'on vient sur cette terre pour bien sûr expérimenter tout ça, parce qu'on reste humain. Donc vas-y, bois ton verre de vin, trinque, vivons cette vie, tu vois. Mais à côté, il faut savoir se recentrer et se découvrir. Si tu te connais pas, t'es victime de toi-même, t'es victime de ton ego. Et je pense pas que ça va te mener au bonheur. D'ailleurs, c'était une autre question, c'est la discipline, la motivation pour prendre action. Donc je crois que tu y as répondu un petit peu au final. À partir du moment où tu trouves un peu un sens à ta vie, ou en tout cas tu aimes bien faire quelque chose, tu développes une activité, tout de suite, c'est plus forcé. Enfin, regarde, toi et moi, je veux dire, bien sûr, il y a des fois, on aimerait bien se détendre peut-être un peu plus. Mais nous, je pense qu'on n'est pas un bon exemple dans le sens où on a toujours été disciplinés. En fait, c'est vraiment ancré en nous. Je pense qu'il y a quand même un côté vraiment, tu l'as ou tu l'as pas. Mais après, ce qui peut aider, peut-être, c'est tous les journaux aussi. Les journaux de bord, les bulletproof journals, tout ça, pour pouvoir vous aider à savoir, tiens, dans 3 mois, j'ai tel objectif. Alors du coup, ça implique que cette semaine, je fasse ci, je coche, etc. Donc un petit peu de journalique, 5 minutes par jour, je pense que ça peut aider. Ouais, non, je suis assez d'accord. C'est vrai que nous, je pense que, bien sûr, on a des côtés négatifs. Enfin, je ne sais pas. Je sais pas si c'est des côtés négatifs. Non, tu es parfaite, Léna. Oh, merci. Je rigole, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a bien un truc chez nous, chez les champis, comme on dit, c'est la volonté. Hein. Pour le coup, nous, on n'a pas de soucis. C'est-à-dire qu'on est très motivés pour tout. À partir du moment où on sait que ça va nous faire du bien ou que c'est pour une bonne raison, on pourra le faire à 100%. On n'a pas ce problème-là. Le truc, c'est par contre, je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire quelque chose de manière régulière quand tu sais que ça va venir quelque part, quand ça te fait plaisir, quand, tu vois, c'est beaucoup plus simple. Si tu te forces à faire quelque chose, par exemple, si tu te forces tous les jours à te lever à 5h du matin pour faire du hit alors que c'est pas ton truc, ou pour faire autre chose, tu vois, par exemple, tu vas traverser la ville pour faire une activité de poterie, en fin de compte, tu t'emmerdes un peu, t'arrives même pas à toucher la matière, te force pas, ne vous forcez pas, trouvez vraiment un truc qui authentiquement vous fait plaisir. C'est pas parce que ta star d'Instagram ou de YouTube fait ce genre de choses que toi, il faut que tu fasses pareil. C'est vraiment important de pas être influencé. Si tu veux être heureux, fais des choses que tu aimes sincèrement. Voilà. Amen. Après, on avait une question sur les adaptogènes. Ah oui. Alors, Nunu, toi, tu utilises lesquels ?
Moi, j'adore le chaga parce que c'est un peu le champignon de l'immunité qui soutient aussi le système digestif, donc c'est tout bon pour moi. Et là, je viens de finir du reishi. Le reishi, c'est un champignon chinois. Il s'utilise depuis des millénaires pour plein de problèmes. Je crois que c'est aussi pour des problèmes musculaires, d'arthrite, évidemment pour l'immunité, bien sûr. Très important pour l'immunité. Ouais. Pour la polyarthrite rhumatoïde aussi, apparemment, c'est assez intéressant. Et puis, il participe à l'amélioration de la qualité de vie des patients atteints de cancer. Donc, je pense que c'est un champignon qui est très intéressant, qui est aussi beaucoup étudié, il me semble. Oui, c'est vraiment le roi des champignons. Moi, de mon côté, j'aime beaucoup l'ashwagandha. Parce que, alors, l'ashwagandha, c'est une petite racine qu'on appelle aussi ginseng blanc. J'arrive jamais à dire ginseng. On dit ginseng, moi je dis des fois. Ouais, tu le dis pas mal, redis-le. Ginseng. Oh. Alors, moi, je l'aime beaucoup parce que je suis une femme. Et parce que j'ai eu des soucis hormonaux. Et donc, ça m'a beaucoup aidée. Donc, non, c'est vraiment... Donc, on n'a pas précisé ce que c'était les adaptogènes pour les gens qui ne savent pas. Vas-y, Nunu, fais-nous un résumé. Recap. Ce sont des plantes, donc des racines ou des herbes ou autres qui vont vous aider, qui vont aider votre corps à s'adapter à toutes les situations de stress, à la fois physiques et physiologiques. Et donc, moi, j'aime beaucoup l'ashwagandha parce que, comme je vous le disais, en tant que femme, donc, on est des machines à hormones. Et donc, du coup, il a une action assez rééquilibrante sur ces problèmes hormonaux. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est à la fois revitalisant et calmant. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser le matin pour vous donner un petit peu de force. D'ailleurs, ashwagandha, en fait, en sanskrit, ça veut dire odeur de cheval. Et en fait, donc, c'est en référence... Putain, tu pues de la gueule. c'est l'odeur de... Enfin, c'est en référence à la force de cheval qui pourrait te donner, tu vois. Mais en même temps, si tu prends le soir, il va aussi t'aider à... T'as envie de dire une connerie, toi? Oui, je pensais à la grosse bite d'un cheval. Ça m'a toujours traumatisé, okay. Pardon. Léna Champy, voilà, je vous la présente. Oh mon Dieu, on peut plus rien faire de moi. Regardons notre sérieux. Je sais pas si c'est censuré ou pas, les podcasts. Parce que... Je sais pas chez moi en tout cas. Pas dans le podcast Horizon. Donc voilà, tout ça, retenez. Moi, l'ashwagandha, je l'ai beaucoup aimé parce que pour mes glandes surrénales qui étaient épuisées, parce que j'ai beaucoup vécu dans le stress, ça m'a vraiment aidé. Et j'aime aussi beaucoup le rhodiola. Ah, ça, c'est super. Ouais, et surtout, on va dire que le rhodiola, il agit beaucoup plus sur le côté cognitif. Donc, on va dire le stress mental. Si vous avez des périodes de stress parce que soit c'est au boulot, soit c'est des examens, ça peut vraiment vous aider si vous avez des soucis de mémoire, de concentration. Donc voilà, moi c'est mes deux chouchous avec le chaga que comme toi j'aime beaucoup parce qu'en plus il est ultra antioxydant. Donc, mais le chaga par contre c'est plus dans un bouillon, enfin tu fais chauffer de l'eau quoi. Ouais, en fait non, c'est ça, tu fais chauffer de l'eau et tu le fais infuser toute une nuit normalement. Ouais. Donc tu prends un peu de poudre, tu le fais infuser toute la nuit, le lendemain tu le bois quoi. Mais est-ce que tu peux quand même le mettre dans tes préparations? Bah, tu peux le mettre, mais ça sera moins... En fait, comme il n'y aura pas le côté infusé, ouais. Ça sera moins actif. Quand tu parles de rhodiola, il y a un truc que je prends en ce moment qui est un anti-burnout, entre guillemets. Donc moi, je suis suivie par des nutrithérapeutes et des naturopathes. Et en fait, je prends Nerjadap 232S de LPEV. Donc bien sûr, à vous de vous faire suivre et d'avoir un accompagnement personnalisé. Mais en tout cas, ça m'aide avec la passiflore que je prends aussi matin et soir à être moins anxieuse. Et je trouve que c'est assez efficace pour l'anxieuse que je suis. Léna, as-tu des lectures inspirantes? Quand je lis un bouquin, j'aime apprendre des choses. C'est-à-dire que je suis pas très fiction, c'est pas trop mon truc. J'aime bien surligner, j'aime bien apprendre. Oui, voilà. Je pense que toutes les deux, en fait, on lit plus trop des livres, on va dire, pour le côté divertissement, fun, mais plus pour apprendre des choses. Donc toi, ça va être dans ton domaine et moi dans le mien, je pense. Bah après, moi, je lis beaucoup de trucs sur la nutrition aussi parce que j'adore, je trouve ça passionnant. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je fais un programme pour pouvoir plus facilement sortir de mon corps. Donc ça, je ferai un épisode parce qu'il y a des gens, c'est pas du tout leur truc, donc je vais pas vous saouler avec ça. Mais je lis en tout cas beaucoup de bouquins sur les sorties astrales et ce qu'on appelle donc les expériences de mort imminente. Et là, je lis un bouquin sur un scientifique et je trouve ça assez intéressant d'avoir un point de vue scientifique qui s'appelle Robert Peterson, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Out of Body Experiences. Comment les avoir et qu'est-ce que tu peux en attendre. C'était un gamin qui était vraiment le nerd, qui connaissait plein de choses. C'est-à-dire que lui, il allait à la bibliothèque et puis il connaissait tous les bouquins de biologie, etc. Et puis un jour, il ne sait pas pourquoi, il est sorti de son corps. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il a fait plein d'expériences, mais c'est vraiment d'une approche scientifique et pas spirituelle. Et c'est ça que j'aime bien, parce que moi, le spirituel, j'adore ça. Mais le côté trop Ungagawa, ça me saoule. Et du coup, il note vraiment les expériences. Il te conseille, bah tiens, ça, si t'es trop proche de ton corps, tu vas être attiré dans ton corps, patati, patata. Donc j'apprends beaucoup de choses et surtout, je suis en train d'essayer de combler mon subconscient de voyage astro pour pouvoir en faire plus facilement. Donc voilà. Et toi? Bah écoute, moi c'est des livres de nutrition, donc c'est pareil, ça peut vite saouler les gens s'ils sont pas spécialisés dans le domaine, mais j'aime beaucoup lire les livres des médecins fonctionnels des États-Unis. Alors les médecins fonctionnels, c'est un petit peu les médecins qui cherchent la cause en fait du problème plutôt que de la traiter. Alors, au début, je pensais qu'on n'en avait pas en France et je me suis aperçue qu'en fait c'était un peu l'équivalent des micronutritionnistes. Et même nutrithérapeutes, hein.
Et donc, du coup, moi, ça va être... Tu te rappelles d'ailleurs, je crois que c'était un podcast qu'on avait fait ensemble. Et tu m'avais dit, j'avais posé la question, qu'est-ce que je prendrais comme livre si j'étais dans une île déserte? En gros, c'était la fin du monde. Et je t'avais dit The China Study. Donc, c'est un livre, en fait, qui parle, qui explique pourquoi la viande en excès, elle est mauvaise. Et je t'avais dit qu'en même temps, si j'étais sur une île déserte et que j'avais que de la viande à bouffer, je crois que j'aurais pas le choix, donc mon livre ne me servirait pas à grand chose. Mais voilà, tout ce qui est. Je vais plutôt citer des noms d'auteurs pour donner un petit peu des idées aux gens si ça les intéresse. Tout ce qui est Mark Hyman, Alejandro Junger, Sarah Gottfried, Joel Fuhrman. Voilà, tous des petits médecins avec toutes leurs théories. Et moi, Stephen Cabral aussi. Ouais, Stephen Cabral, j'avais beaucoup aimé. Son livre, c'est Rain Barrel Effect. Voilà, The Rain Barrel Effect. En gros, lui, son livre était vraiment très... D'ailleurs, on peut faire un petit focus là-dessus. Donc lui, en fait, ce qu'il expliquait, c'est que en français, on pourrait dire un petit peu, c'est la théorie du tonneau d'eau. C'est-à-dire qu'en gros, si vous mettez des tonneaux en dessous d'une gouttière, l'eau de la pluie, elle va tomber. Et puis à un moment, en fait, votre tonneau, il va déborder. Et c'est un peu l'image de votre santé. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, si vous ne faites pas attention à ce que vous mangez, à la manière dont vous vivez, à votre mode de vie, etc., ça va déborder. Et c'est comme ça que la maladie, elle arrive. Donc c'était vraiment intéressant. C'est un petit peu technique, mais vraiment, ça a le mérite de vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc j'ai beaucoup aimé son livre. Après, sinon, en français, tu as Servan Schreiber. Ouais, Servan Schreiber, c'était alors, c'était pas un médecin nutritionniste à la base. C'était il était dans la médecine, mais je ne sais plus trop. Mais c'est quelqu'un qui, en fait, on lui a découvert un cancer du cerveau. Et donc, du coup, il a changé beaucoup de choses dans sa routine, à la fois alimentaire et de vie. Et il a écrit des livres à ce sujet. Ça lui a permis, au lieu de vivre, je crois qu'on lui donnait une espérance de vie de quelques mois, il a vécu 20 ans de plus, quoi. Donc, 18 ans, ça donne un petit peu froid dans le dos, mais c'est assez intéressant. C'était mon premier bouquin qui m'a ouvert à la nutrition. Ah ouais? Ouais. Ça m'avait vachement touchée, parce qu'en plus, pareil, il parle du fait qu'il est mort, tu te dis... c'est surtout que, oui, effectivement, en fait, quand tu lis ce livre et que c'est écrit qu'effectivement, il est décédé, ça fait un peu mal au cœur. En revanche, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Au contraire, il a réussi à vivre, parce que battre les records, tu vois. T'as des cons qui vont dire, de toute façon, il est mort. Bah non, mais justement, il a vécu plus longtemps. Et puis, il a le mérite d'avoir un petit peu influencé la médecine nutritionnelle. Donc il y en avait besoin. Et puis aussi, il y a Jean Seignalé, je pense, pour l'alimentation hypotoxique, c'est quand même hyper intéressant. Oui, mais alors pour le coup, c'est intéressant, mais pour les gens qui veulent lire un peu sur la nutrition, ça va pas leur plaire parce que c'est très, très spécifique. Donc, c'est pas quelque chose que je recommanderais en lecture un peu fun sur la nutrition. Je sais pas, moi je l'ai lu, j'ai bien aimé, ça m'a pris c'est quand même... Ouais, mais non, je pense que c'est plus... les gens qui lisent Seignalé, c'est plutôt des gens qui sont malades, justement, alors que si tu veux vraiment essayer de comprendre un petit peu pourquoi il faudrait changer un petit peu en prévention, il y a d'autres choses à faire, je pense. Oui, alors, je suis d'accord avec ce que tu dis, parce que si tu veux changer en tout cas ton alimentation et te renseigner sur l'alimentation hypotoxique, c'est hyper important de te renseigner sur Jean Seignalé et ses bouquins. Et d'ailleurs, en parlant de vulgarisation de la nutrition, attends, je cherche... Ah oui, et d'ailleurs, si on parle un petit peu justement de vulgarisation de nutrition, parce qu'on on parle pas forcément entre nerds healthy, mais je sais que c'est le Frédéric Salman, j'ai déjà lu des livres de ce monsieur. C'est vraiment simple à lire, ça va droit au but, donc ça, je peux vous le conseiller en première lecture, ou en tout cas, si vous voulez donner un petit peu d'infos à certaines personnes, ça peut aider, c'est facile à lire, et ça se lit comme... ça se lit vraiment... ça se lit comme facilement, quoi. Ouais, je cherchais l'expression, mais je l'ai pas. Je sais pas, ouais. Et sinon, il y a un dernier bouquin, j'en ferai un épisode, un de ces 4. J'attendais de lire au moins 4 bouquins et c'est fait. Maintenant, il faut que je fasse l'épisode, donc ça va me prendre beaucoup de temps. C'est sur Abraham Hicks. Alors là, on revient plus sur la nutrition, on est sur le côté plus spirituel. Et je vais vous raconter un petit peu cette histoire parce que moi, j'étais pas du tout dans la loi de l'attraction. J'étais pas du tout intéressée, je trouvais ça pas forcément très utile. Et ça m'a fait quand même changer d'avis. Donc, Abraham Hicks, l'histoire... Enfin, la vraie histoire, c'est que Jerry, un jeune homme dans les années 80, il avait beaucoup de questions sur la vie en général et il a commencé à lire des bouquins, donc des bouquins de channeling, c'est-à-dire où des personnes canalisent des esprits autres. Par exemple, des bouquins comme Seth Speaks, donc, j'arrive pas. Putain de merde, vous faites chier, vous appelez comme ça les esprits. Seth parle, ça veut dire ça. Putain, tout simplement. Et du coup, il s'est mis à la méditation. Et ironiquement, sa femme, Esther, elle avait assez peur de tout ça. Ta gueule. Elle voulait rien savoir, en fait. Elle était un peu comme nous, elle était flippée, quoi. Un peu comme nous auparavant. Mais elle s'était mise à méditer aussi, puis en fait, du coup, elle s'est intéressée au bouquin et elle est devenue à fond, elle est devenue complètement à fond et elle s'est aussi aperçue que quand elle méditait, elle avait l'impression qu'il y avait quelqu'un qui se connectait à elle, un peu comme si on prenait son corps, mais d'une manière très douce, un peu comme des vagues. Tu vois, ça fait un peu les sensations de vagues, de va-et-vient. Donc elle a développé ça avec le principe de l'écriture automatique et même plus, puisque c'est avec une machine à écrire aussi qu'elle faisait ça. Et c'est-à-dire qu'il y avait une entité ou je ne sais quoi, une énergie qui guidait ses doigts. Et Jerry, son mari, il s'est aperçu que quand elle méditait, elle bougeait sa tête comme pour former des lettres. Et
Du coup, il a commencé à écrire les lettres qu'il croyait voir et la première phrase, c'était « Je suis Abraham, je suis votre guide spirituel ». C'est rigolo, hein, c'est chelou. Hein. Ça devait être un... Et ça a été le début du channel, de la canalisation avec Abraham. Et Abraham, c'est un groupe d'entités, hein, c'est pas une seule personne, c'est pas un coco au-dessus. Et c'est une sorte d'intelligence infinie. Et ils ont fait donc de nombreux bouquins et séminaires qui traitent principalement de la loi d'attraction. Donc en gros, tu attires ce que tu aimais. Et pourquoi tout ça ? J'allais te demander ce que c'était en fait la loi de l'attraction pour ceux qui connaissent. Tu attires ce que tu aimais, mais c'est pas aussi simple, hein. C'est beaucoup plus compliqué. En gros, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que si toi, ton but c'est d'attirer telle personne ou des gens sympas, etc., t'as quelque chose à faire pour. C'est ça, mais c'est pas aussi simple. C'est pas genre je vais penser beaucoup à Brad Pitt, il va venir à moi. Enfin, j'aimerais bien, sinon il serait déjà là à mes pieds. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est que tu attires, en fait, tu peux un petit peu être maître de ce que tu veux. Totalement, c'est-à-dire que tu as le contrôle de la vie, bien sûr, il y a le libre arbitre, mais par contre, le truc qui est difficile dans la loi d'attraction, c'est que tu crois que ça marche pas. Pourquoi ? Parce que tu es gouverné par ton subconscient à 95%. Donc si tu penses de la merde, tu vas pas attirer Brad Pitt. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, ce qui est intéressant dans la raison pour laquelle ils ont commencé à écrire des bouquins et à faire aussi des séminaires, donc déjà c'est des ricains, donc les séminaires c'est toujours pareil, hein, ils en font plein. Et c'est aussi parce que Jerry voulait que ce soit pas un secret, que les gens qui aient des questions sur l'univers et sur le fonctionnement de la vie, ils aient aussi des réponses. Donc tu vois, je trouve que c'est pas mal. Donc en plus de la loi d'attraction, ça parle du fait que c'est faux de croire que ton destin est prédestiné parce que tu peux le changer. Ah voilà, on y arrive. Voilà. C'est ça, Il suffit que tu te remettes en question, que tu fasses un travail personnel. C'est pour ça que j'insiste toujours sur mon Instagram dessus, c'est parce que ça change ta putain de vie. Amen. Et en fait, il t'explique que tu es le créateur de ton destin, que tu deviens ce que tu veux devenir. Tu es donc bel et bien responsable de ta vie. Et le but de cette vie, c'est quoi ? C'est d'être heureux et joyeux. Donc il te coach, hein, littéralement, parce que ça se répète beaucoup dans les bouquins, mais je vous conseille quand même de le lire. Et il te coach aussi à être conscient de tes pensées pour qu'elles soient plus joyeuses, à te rendre compte de tes pensées. Parce que je sais pas toi, mais moi, pendant 32 ans, mes pensées, c'était négatif. On était très négatives toutes les deux. Mais je me descendais, puis je pense que mais oui, aussi. En fait, c'est de l'autodestruction au final. Mm. Et ça, c'est quelque chose, quand tu as grandi avec ça, tu as l'impression que c'est la normalité, en fait. Donc, il faut se faire violence, en fait, et penser que non, en fait, t'es pas une merde, tu vaux mieux que ce que tu penses. Et, ou que ce qu'on t'a fait croire. Et c'est aussi un petit peu, comme tu disais, tu attires ce que tu aimais, c'est un petit peu ça aussi, hein, le fait que il y a des gens, en fait, ils sont tellement nuls que du coup, ils attirent pas beaucoup de gens à côté d'eux parce qu'en fait, ils émettent des mauvaises ondes. Ouais, exactement. Et c'est à partir du moment où ils changent leur regard sur eux-mêmes que les gens vont peut-être venir. C'est pour ça, c'est ce que j'avais écrit un moment sur un post Instagram. J'avais dit, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dans une soirée et d'avoir l'impression d'être une pauvre merde, que personne te parle, que personne n'est intéressé par toi, et tu te dis, putain, pourtant, je suis pas si conne, quoi. Enfin, et désolée, je suis vulgaire, mais c'est vrai que c'est très difficile, je trouve, comme sensation. C'est très désagréable, c'est angoissant. Tu te dis, bon, je suis bonne à rien, je sers à rien, tout le monde s'en fout de ma gueule. Et en fait, non. Et je pense que ça va vraiment aussi avec le regard que tu as sur toi. Et nous, vu que pendant des années, dès qu'on se regardait dans le miroir ou je ne sais quoi, on s'aimait pas. Forcément, bien sûr que t'attires personne. Et tu vois, il y a des gens, des fois, ils entrent dans la pièce, tu te dis, oh putain, j'ai envie d'être pote avec lui. Tu sens qu'il est léger. Des auras, en fait. Ils volent. Mais oui, mais c'est comme ça. tu dis, t'as une limite d'être pote tout de suite. Tout de suite. Il y a des gens, c'est des bonnes ondes directes, en fait. Et leur vie est simple. Ouais. Tout c'est simple, ils se prennent pas la tête. Voilà, c'est aussi simple que mais ça. C'est une autre manière de voir les choses. En fait, ils ont grandi dans un autre état d'esprit que l'autre. Et en fait, par contre, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur vous-même. Dites-vous bien que si vous avez passé votre temps justement à vous critiquer, ça peut changer. En fait, il suffit juste de travailler ça. C'est difficile, bien sûr, mais vous n'êtes pas condamné en fait à être invisible dans votre vie. Hein. En fait, c'est aussi de te dire, bon, maintenant, je m'engage à me respecter. C'est-à-dire que oui, je suis peut-être pas magnifique, je suis peut-être pas la belle gosse que je voudrais être, j'ai peut-être du gras, mais au final, je suis gentille, je suis bienveillante, je suis créative, je fais des trucs, nanana, tu te trouves tes petits mots qui te parlent, et en fait, tu t'engages à te respecter ça. Et dès que tu te regardes par exemple dans le miroir et tu dis, oh putain, la sale gueule, les cernes, tout ça, tu t'effaces ces pensées-là, tu dis, non, Léna, ou je ne sais pas qui, Robert, voilà, je suis une belle âme, je suis intéressante. Enfin, tu vois, tu te remodèles ton petit subconscient et tes pensées négatives. Et la preuve, c'est qu'il y a des nanas qui sont assez obèses et qui ont un aura de ouf. Les filles, t'as envie d'être à côté d'elles, tu sais, elles t'inspirent vachement, en fait. Elle t'attire, il y a un truc parce qu'elles magnet. n'en ont rien à faire, en fait. À partir du moment où tu t'essayes de voir qu'il y a autre chose dans la vie que de ressembler à Bella Hadid, ça et regarde, aussi. Exactement, oui. En plus, ça commence à plus Non, ressembler. on vit dans un monde où il faut rentrer dans un moule, faut être pareil, faut être grande, faut être mince, avoir des seins, machin. C'est tellement lourd à porter pour toutes les générations d'ailleurs de femmes. Et puis c'est ridicule. Mais c'est ça, en fait. Si on était tous pareils, c'est ce que je te disais, on en parlait hier. Si on était toutes pareilles, mais qu'est-ce qu'on sont nuls
évoluerait dans ce monde. Mais c'est clair, bien sûr. Et puis surtout, les corps sont différents. On peut pas ressembler à un seul modèle de corps. Il y a 40 milliards de corps, ça n'est pas Sauf dans possible. Bienvenue à Gattaca, quoi. Voilà, exactement. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est quand tu vas par exemple à la plage ou à la piscine et tu vois une personne qui est pas forcément très bien foutue, mais qui en a rien à faire. Et t'es là, tu te dis, C'est génial. la vie est simple. Lena en fait. Dunham. Voilà, Lena Dunham, etc. Bon, qui a un peu galéré aussi pour s'accepter. Et justement, Et et voilà. tu vois, maintenant, c'est typiquement l'exemple de ce qu'on disait Ouais. maintenant. C'est qu'elle a passé aussi ses années d'ado à dire qu'elle était pas bien, qu'elle était grosse, que ceci. Puis jusqu'au jour où elle en avait plus rien à faire. Et au contraire, elle en a fait une force quand tu la vois dans Girls. non, Mais elle est génialissime, Quand elle cette se fait nana. bronzer son vagin au soleil. Non, mais, mais c'est même, c'est-à-dire qu'elle a une dégaine, mais j'adore. Quoi. Elle est sans complexe et c'est plus de gens comme ça. Et en fait, pourquoi elle attire des gens ? Parce qu'elle est authentique. c'est ça. Voilà, Restez- elle est comme donc, elle est. Moralité, restez vous-même, soyez vous et attendez que les autres viennent, mais ne changez pas pour les autres, ça n'en vaut pas le coup. Ça marche jamais, c'est clair. Donc voilà, donc c'est un bon bouquin qui te permet de changer un petit peu ta manière de fonctionner. Je trouve vraiment, moi ça m'a changé la vie. Et dernière question du coup, tes indispensables du quotidien. Alors de ce qu'on nous a précisé, à la fois appli, superfood, beauté, routine. Au niveau des applis, alors moi j'ai jamais de place sur mon téléphone, ça me saoule, donc du Non, coup. mais en même temps, ton truc 64 Go, ok. qu'est-ce Oui, que bah tu ça veux faire va, avec madame qui a acheté un nouvel iPhone, hein. Mais alors moi j'ai des applications évidemment No Surprises, j'ai des applications de méditation. Donc Alors, j'ai tu conseilles lesquelles justement j'ai pas encore trouvé la parfaite, mais j'ai quand même Synctuition que j'aime bien parce que ils ont j'avais fait c'est celle avec l'expérience le son 3D, non? exactement, c'est du son 3D, c'est-à-dire que tu as vraiment l'impression d'y être, tu as tous les sons et moi je suis très très sensible au son. J'aimerais trop avoir un micro portatif pour entendre chaque bruit. Mais toi, tu t'es à fond de la ASMR, donc en même temps. vois. Ouais, mais j'aime pas ce côté pervers d'ASMR. Hello. Pour celles qui ne savent pas, Là, souvent l'ASMR c'est je vais te parler comme ça et puis tu vas t'endormir et je vais claquer les doigts et je vais tu vois, c'est ça, mais c'est un peu pervers, du coup ça moi ça met mal à l'aise. J'aime pas trop les YouTube et ASMR. Non, c'est du son dans la forêt ou quand je marche. voilà, ASMR, c'est pour les gens qui sont sensibles au son et du coup, il y a des vidéos vraiment de son, quoi. Voilà. mais mine de rien, ça détend ton cerveau, c'est impressionnant pour ceux qui sont sensibles, mais c'est magnifique. Mais voilà, donc du coup il y a Synctuition qui utilise ça. Le seul truc qui m'énerve un peu, c'est qu'ils utilisent toujours des instruments à côté, et des fois quand j'entends de la trompette et tout, ça me saoule. J'ai pas du tout envie, j'ai envie d'écouter le bruit de la nature, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est le petit reproche que je ferais. En tout cas, le son il est super et ça coûte je crois 90 € l'année, donc si tu médites tous les jours c'est vachement pratique. Oui, c'est ça, faut vraiment déjà s'y connaître pour investir. Il n'y a pas une application de méditation un peu plus abordable que tu Bah pourrais si, Petit recommander? Bambou, tu sais, qui est classique. Qui est Après, française en plus, donc qui pour est le française. coup... Parce que c'est vrai que moi j'aime bien, moi et Lucie, je sais pas pourquoi, on est toujours attirés par la langue anglaise. Oui, désolée, hein, parce que je sais que c'est pénible pour certaines personnes, mais... Mais on a un truc avec, je sais pas, dans une vie antérieure, on était américains. American, you knew. On était des gros Texans. On aurait peut-être voté Trump. Ah et sinon, il y a une application qui s'appelle Insight Timer, qui est anglaise et française, c'est-à-dire que tu as toutes les langues. Et pour le coup, c'est pas mal parce que tu retrouves à la fois des méditations, je sais pas, transcendantales, des méditations avec des Buddha Balls, tu as de tout. Et ça, j'aime beaucoup. Évidemment, il y a le Respirelax que j'utilise régulièrement. Bah, moi aussi, c'est ça, Respirelax, c'est sympa. Hein, pour tout ce qui est cohérence cardiaque, à partir du moment où vous êtes stressé, essayez de faire une petite cure de Respirelax, ça dure 5 minutes, vous faites ça matin et soir. Ça va permettre de faire comprendre à votre nerf vague et à votre corps en général que tout va bien. Donc même si vous avez l'impression que ça ne sert pas, en fait, ça vraiment pour votre subconscient, ça peut aider. Et c'est vrai que moi récemment j'ai eu un gros coup de stress, et maintenant quand je stresse j'ai du mal à redescendre, je mets plusieurs jours, c'est assez difficile, et en faisant ça 2-3 fois par jour, je sentais après vraiment que j'allais mieux, j'étais plus détendue, ouais. Et toi ? Alors moi c'est pareil, j'ai rien d'exceptionnel en fait qui change un petit peu de l'ordinaire. Par contre à la limite, bon, si on veut rester dans le côté nutrition, parce que je sais que tous les gens sont souvent sur Yuka. Alors moi Yuka je trouve que c'est pas mal, mais le truc c'est que ça prend pas en compte certains éléments qui sont super importants, c'est-à-dire que ça va vous dire un aliment, par exemple vous prenez une tablette de chocolat noir 100%, ça va vous dire que c'est trop gras. Donc voilà, c'est les problèmes des algorithmes, c'est un petit peu toujours un petit peu limite. Mais il y a des applications qui sont un petit peu mieux, qui sont un petit peu plus précises. Par exemple, vous avez Siga. Donc Siga, en fait, l'intérêt qu'elle va avoir par rapport à Yuka, c'est qu'elle va aussi prendre en compte le degré de transformation des aliments. Ouais, ça c'est plus intéressant. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est comme le Nutri-Score. Vous voyez les ABCD que vous allez voir sur vos paquets de chips et autres. Peut-être que ça va vous mettre que c'est un produit A, mais c'est du pain de mie transformé avec plein d'additifs. Donc c'est vraiment limite. Faites pas attention. De toute façon, le meilleur détective, ça sera vous. Ça sera le fait de lire les étiquettes. Mais voilà, si vous n'y connaissez pas grand-chose en nutrition et que vous voulez quelque chose d'un petit peu plus fiable, ça peut vous aider. Comment ça s'écrit pour ceux qui savent pas ? SIGA.
Ouais. D'accord. Et sinon, niveau beauté, donc pour conclure le podcast, alors moi, j'essaye, en fait, j'avais déjà pris une coach un petit peu skincare et j'ai appris qu'en fait, c'était plus intéressant de pas trop changer de routine une fois on l'avait trouvée, donc ça peut prendre du temps de la trouver. Moi, j'aime bien les produits The Ordinary. Donc j'alterne entre plusieurs choses. Donc par exemple, le matin, je vais prendre leur sérum zinc plus niacinamide parce que ça agit sur sur l'acné, justement, ou les problèmes de peau. Après, je mets de l'acide hyaluronique. Le soir, j'ai à peu près, soit je mets la même chose, soit j'alterne avec de l'acide azélaïque, donc un petit peu plus fort. Et sinon, je mets du rétinoïde aussi, parce que du coup, ça, c'est à la fois bien. Disons que voilà, essayez de retenir que ça sert à rien de changer tout le temps de produit. À partir du moment où votre peau, elle a trouvé ce qui lui convenait, gardez à moins 80% de cette routine, quoi. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand tu as une peau acnéique, à chaque fois, les dermatos vont te dire jamais de gras, jamais de gras, jamais de gras. Moi, mine de rien, depuis que je mets du gras, donc de l'huile, spéciale évidemment pour les peaux à problème, ça équilibre ma peau et elle va mieux qu'avant. Mm. Et Ouais, c'est c'est une intéressant. étape compliquée quand on a grandi dans un monde anti-gras, que ce soit justement Oui, c'est clair. pour le côté nutritionnel ou pour le côté peau. C'est un peu dur de se dire que non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'au contraire, ça peut vous aider. Mais encore une fois, n'hésitez pas à tester parce que vous êtes tous différents, donc vous avez tous des besoins différents. Et si vous voulez un peu plus d'infos, moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais n'hésitez pas à nous écrire. On vous répondra avec plaisir. Et le dernier point, c'était la routine. C'était quoi ta petite routine de la journée, toi ? Je vais peut-être pas répondre à ça parce que moi, en ce moment, en fait, pour être honnête, je fais que travailler, donc c'est pas très intéressant. Bien sûr que j'ai des pauses, je fais attention à faire un peu de sport, à bouger. Je fais attention à bien manger, donc je fais un peu de meal prep pour essayer de toujours avoir des bonnes choses de prêtes, même si mon emploi du temps ne permet pas de passer trop de temps dans la cuisine. T'es organisée quand même. Non, mais moi, je suis super organisée. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc c'est ni un reproche ni le contraire. Hein. C'est juste que je suis comme ça, donc je peux pas changer ma nature. Mais non, disons que voilà, moi, la routine, il n'y a pas que du mauvais. Hein. Et en fait, c'est encore une fois, si on est trop routinier, c'est pas bon, mais si on ne l'est pas assez, c'est pas bon non plus, parce que par exemple, le corps, il aime bien se reposer à des heures précises. Enfin, c'est à des heures. Le corps, il aime bien se reposer à des heures qui sont similaires à chaque jour. Il aime bien manger mêmes heures que la veille ou le lendemain. En fait, voilà. Donc, il y a quand même une routine. Il y a quand même quelque chose de sain dans la routine. D'autant plus que ça vous apporte de la sécurité, du réconfort. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut l'être en extrême parce que du coup, il ne se passe rien. Sinon, oui, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Et nous, on l'a bien appris justement parce que voilà, on se fait violence avec des podcasts. Moi, je déteste ma voix. Là, en plus, j'ai plus de voix, donc désolée, c'est un peu désagréable. Mais, ah oui, ça c'est un point intéressant ce que tu dis parce qu'il faut pas attendre. Si t'es vraiment quelque chose mais que tu te trouves nul ou que dans tous les cas ce sera pas parfait, fais-le quand même parce que si ça t'apporte du bonheur, fais-le quand même. J'en suis la preuve vivante. Moi, quand j'ai commencé un compte Instagram, je me faisais pitié. Je me disais mais qui ça va intéresser en fait des stories éducatives sur Instagram. Alors voilà, que Lucie Champy, 14 000 followers. mais non, mais j'ai encore maintenant, j'ai oui, un mais fouet, ça, c'est quoi. parce que tu travailles pas personnellement et je te dis Nunu, il faut que tu prennes du temps pour mais travailler ça veut dire personnellement. n'écoutez pas non plus que votre on dit subconscient. Ouais, c'est ça subconscient. si vous sentez qu'il faut le faire, faites-le et puis tant pis si il y a des gens qui aiment pas, etc. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de faire du silence dans ta tête, c'est pour savoir qu'est-ce qui parle dans ton cœur, qu'est-ce qui parle dans ton ego. Parce que tu vois, parce que la petite voix qui te descend, généralement, dis-toi que c'est ton ego dans tous les cas. Mais par contre, si tu dis en faisant cette activité, peut-être que je suis pas terrible, mais j'adore faire ça, mais fonce, ça c'est ton cœur qui parle. Quoi. Et moi d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, mais le yoga, ça m'a beaucoup aidé parce que comme j'ai un rythme effréné et que je suis toujours en train de cogiter, à penser à plein de choses, le yoga, mais en fait, je fais des petits yoga flow, donc une demi-heure max, moi j'ai pas besoin de plus. J'essaye de faire ça plusieurs fois par semaine. Et ça m'aide vraiment à la fois, du coup, si vous n'êtes pas prêt à faire de la cohérence cardiaque, ça peut être intéressant le yoga, parce que du coup, le yoga est quand même basé sur la respiration. Si tu respires, parce qu'il y a plein de gens qui faisaient aussi du yoga juste pour le côté challenge et pas pour le côté respiration, qui est pourtant très important. C'est super important, et moi, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de prendre des cours de yoga avant de commencer comme ça sur YouTube, parce qu'il y a quand même des bases à comprendre, et ça passe notamment par la respiration de Jai, qu'il faut savoir maîtriser, c'est un peu compliqué, mais n'empêche que c'est vraiment le b.a.-ba pour commencer votre petite routine de yogi. Donc n'hésitez pas à demander conseil ou... Mais c'est vrai qu'à la base, le sport, il fait quand même partie de notre vie, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Hein. C'est surtout depuis l'année dernière, en fait, on passe notre temps chez nous à rien faire, donc on n'a même plus le trajet boulot, dodo, enfin, tu vois, il y a quand même des avantages à aller au travail, tu passes un peu de temps dehors, tu vois, rien que prendre l'air, tu vois, c'est...
Moi, des fois, il y a des jours où je peux même pas aller dehors. En fait, je me dis, mais c'est ridicule, quoi. T'es toute la journée, du Bah, matin on au est soir. quand même victime de nos boulots, hein, mine de rien. Ouais. T'es obligé de faire tes heures, c'est compliqué. Mais voilà, essayez de vous prendre au moins une demi-heure. Alors, c'est facile à dire, on n'a pas d'enfant, mais s'il y a peut-être un moment où, que le bébé fait la sieste ou autre, ou une demi-heure, finalement, ça va vite. Une Ouais. demi-heure, rien que pour vous, ça peut changer la donne. Exactement, ouais. Et puis aussi, couchez-vous avec de la gratitude, même si vous avez une journée de merde. Ouais, repensez à 5 choses qui vous ont plu. Ça peut être des petits trucs, genre j'ai mangé un dessert qui a trouvé super bon, j'ai quelqu'un dans le métro qui m'a souri. C'est des trucs débiles, mais ça, en fait, ça vous oriente vers des choses positives. Et plutôt vers que la valeur ressasser. de la vie. Pardon, je te coupe. Vers la valeur de la vie, la vraie valeur. Parce que c'est vrai que des fois, t'as une mauvaise journée, puis t'as quelqu'un qui te tient la porte et qui a l'air tout gentil, puis tu te dis, tu sais, ça te calme un peu. Tu te Ouais, dis, bon, tiens, ça fait du bien. Il y a des Ouais. gens encore galants dans ces c'est ça, bon, c'est rare quand même. Oui, surtout à Paris, mais bon. Donc voilà, et puis aussi, ouais, n'hésitez pas, si vous voulez apprendre des choses, mais vous n'avez pas trop le temps, plutôt que de regarder tout le temps Netflix, parce que je sais, hein, c'est tentant, mais des fois, vous dites un soir par semaine, ben, je fais une lecture, comme ça, je me couche pas tard, et puis je lis un bouquin, j'apprends des trucs et j'avance, je me donne 2 mois pour le finir. T'as pas besoin de lire un livre par semaine, on s'en fout, mais toi, tu te prends une soirée par semaine pour lire. Mais tu sais, ça me fait penser à, par exemple, hier soir, nous, ce qu'on a fait, on était en famille. Au lieu de se dire, on regarde un film et puis du coup, on est dans l'autre film, on s'est dit, on va faire ça s'appelle, ça fait plusieurs fois qu'on fait ça et on trouve ça super sympa. Où, par exemple, on se dit, tiens, on va mettre chacun notre tour sur YouTube, un clip qu'on a adoré ou un concert, enfin, un morceau qu'on adore. Et en fait, on fait ça à tour de rôle et on dit pourquoi, on partage. Et enfin, c'est ça, c'est le super sympa, partage. ouais. Et du coup, on est dans un monde où on partage plus rien, en fait. Non, non. Donc, du coup, c'est intéressant d'en revenir aussi à ces petites valeurs qui sont vraiment importantes. C'est vrai que si vous aimez la musique, on vous conseille ça. On peut faire pareil aussi avec les sketchs de Ouais, comics. c'est ça. Enfin, en fait, je pense qu'il faudra qu'on trouve d'autres thèmes Ouais. de soirée. Hein, mais c'est vraiment sympa. Franchement, Léna et Lucie, animatrice de colo. Wouhou, elle est où la soirée? Donc voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein, on a parlé d'un peu de tout et de n'importe quoi. Voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions à nouveau sur nos comptes Instagram et puis on se refera un Q&A si ça vous a plu prochainement. Gros bisous! Salut!